Si on prend juste un instant pour observer un objet en or, Ouais, genre une simple alliance au doigt, ou même si on pense au fer qui circule en ce moment même dans le sang humain, on a souvent tendance à voir ça comme des trucs banals, des éléments de notre quotidien. des choses qui ont juste toujours été là, quoi. Voilà, exactement. Sauf que les textes qu'on explore aujourd'hui nous montrent que la réalité est infiniment plus violente. Ah, ça c'est sûr. Ces atomes, ils sont pas nés tranquillement dans la croûte terrestre, hein. Non, pas du tout. Ce sont littéralement les cicatrices directes, les débris refroidis d'une explosion cosmique inimaginable. Une explosion survenue il y a des milliards d'années. L'un des événements les plus extrêmes de l'univers, en fait. La mort d'une étoile massive, ce qu'on appelle une supernova. Et c'est exactement le sujet de notre exploration d'aujourd'hui. On plonge dans une série de documents et d'analyses astrophysiques qui décortiquent ce cycle de vie et de mort stellaire. C'est un sujet fascinant. C'est bien d'accord. Mais attention, le but de notre discussion, c'est pas juste de faire l'inventaire d'un désastre cosmique. L'objectif, c'est vraiment de comprendre la mécanique de ce chaos apparent. Parce qu'en lisant ces sources, une révélation s'impose. Derrière cette destruction d'une violence inouïe, il y a une logique presque parfaite. Un ordre absolu, oui. Tout le postulat de nos sources repose sur cette idée, qui est assez contre-intuitive. L'explosion d'une étoile, c'est pas un accident de parcours, c'est littéralement le moteur de création fondamental de l'univers. C'est vrai que notre conception terrestre d'une explosion, c'est toujours lié à une perte totale de structure. Oui, genre de la dynamite qui détruit un pont, pour nous c'est la fin abrupte d'un ordre établi. Mais dans le cosmos, c'est différent. Les lois de la physique transforment la destruction stellaire en une étape qui est prévisible et surtout indispensable. Sans cette horlogerie macabre, l'univers serait resté complètement stérile. Complètement. Et pour saisir l'ampleur de cette fin dramatique, il faut commencer par le commencement. C'est-à-dire comment une étoile réussit le tour de force d'exister pendant des milliards d'années avant de mourir. Exactement, parce que l'image qu'on a souvent, c'est celle d'un immense roc brillant posé dans le vide. Alors que pas du tout. Les textes rappellent bien qu'une étoile n'a absolument rien de solide. C'est juste une sphère de gaz titanesque. Et sa simple existence, c'est le résultat d'une guerre d'usure monumentale. Une tension permanente, ouais. Chaque étoile est le théâtre d'une lutte acharnée entre deux forces antagonistes. D'un côté, il y a la gravité. Qui tire tout vers le centre. Voilà. La masse de l'étoile est tellement colossale qu'elle tire inlassablement chaque particule de gaz vers l'intérieur. Elle cherche à s'écraser sur elle-même. Donc si rien ne s'y opposait, l'astre s'effondrerait en un rien de temps. En chute libre. Mais heureusement, au centre, la pression devient tellement délirante qu'elle déclenche un feu nucléaire. Pour visualiser ça, moi j'aime bien l'analogie du ballon de baudruche parfaitement gonflé. Ah oui, très bonne image. La tension du caoutchouc essaye de ratatiner le ballon, ça on va dire que c'est la gravité, mais la pression de l'air emprisonné à l'intérieur repousse le caoutchouc. Et dans notre étoile, cette fameuse pression interne, c'est la fusion nucléaire. Les atomes d'hydrogène sont tellement écrasés les uns contre les autres qu'ils fusionnent pour devenir de l'hélium. Et c'est là qu'il y a un détail technique crucial, je trouve. Pourquoi est-ce que cette fusion repousse la gravité, concrètement ? Alors la réponse, elle se trouve dans la plus célèbre des équations d'Einstein. E égale mc². Évidemment. Ouais. Quand deux atomes d'hydrogène fusionnent pour former de l'hélium, le nouvel atome d'hélium est un tout petit peu moins lourd que la somme des deux atomes de départ. Donc une infime fraction de la matière a en quelque sorte disparu. C'est ça. Mais en réalité, elle disparaît pas. Elle est convertie en énergie pure. C'est cette énergie qui est libérée en continu, sous forme de rayonnement et de chaleur, et qui pousse vers l'extérieur avec une force vraiment monumentale. Et ce bras de fer s'équilibre à la perfection. La gravité tire vers l'intérieur, l'énergie nucléaire pousse vers l'extérieur. L'étoile respire. Elle est stable. Notre Soleil fait ça sans accroît depuis 4 milliards et demi d'années d'ailleurs. Tout à fait. Mais cette stabilité pose un problème mathématique assez évident à long terme. L'hydrogène. Voilà, le carburant n'est pas illimité. À un moment donné, la cuve se vide. Et que se passe-t-il quand l'étoile commence à manquer de munitions pour repousser la gravité ? Le premier basculement s'amorce. Avec moins d'hydrogène disponible dans le cœur, le rythme des fusions ralentit, légèrement. Donc la pression vers l'extérieur faiblit. Et la gravité, qui est une force implacable et toujours présente, prend immédiatement l'avantage. Le cœur de l'étoile commence à se contracter, à s'écraser sous son propre poids. Logiquement, on pourrait se dire que c'est fini. L'étoile s'étend et s'effondre. Mais l'univers a une parade. Une règle d'or de la thermodynamique, je crois ? Exactement. Comprimer un gaz augmente sa température. En se contractant sous l'effet de la gravité, le cœur de l'étoile devient beaucoup plus dense.
mais surtout, il devient beaucoup plus chaud. Et cette chaleur supplémentaire, ça agit un peu comme un coup de fouet, non? Et c'est totalement ça. Ça force l'hydrogène restant qui refusait jusque-là de fusionner, à s'enflammer. L'énergie dégagée augmente à nouveau, repousse la gravité et hop, l'équilibre est restauré. C'est fou. C'est un thermostat cosmique d'une élégance incroyable. L'étoile s'auto-égule. Mais les textes soulignent bien que c'est qu'un sursis. Parce que le cœur finit par être complètement engorgé d'hélium. Et l'hélium, c'est la cendre de cette première combustion, en fait. C'est ça. Et cet hélium demande des conditions encore plus extrêmes pour fusionner à son tour. L'étoile doit alors entamer une mutation profonde. Elle entre dans la phase de la géante rouge. Voilà. La contraction du cœur se poursuit jusqu'à ce que la température atteigne les 100 millions de degrés. 100 millions, c'est inconcevable. C'est infernal. Et à cette température, les cendres s'enflamment. L'hélium commence à fusionner pour créer du carbone et de l'oxygène. Et cette nouvelle source d'énergie est tellement violente qu'elle souffle les couches externes de l'étoile loin vers l'extérieur. C'est bien ça, elle. Exactement. L'astre gonfle de façon démesurée. Et sa surface, comme elle s'éloigne du centre chaud, elle se refroidit et prend une teinte rouge. D'où le nom. D'ailleurs, pour donner une échelle à ceux qui nous écoutent, si notre Soleil atteignait cette phase, il gonflerait tellement qu'il avalerait littéralement les orbites de Mercure, de Vénus et probablement même celles de la Terre. Ça donne le vertige. De l'extérieur, on voit un monstre rougeoyant et un peu léthargique. Mais à l'intérieur, c'est l'emballement absolu. J'ai vu dans les documents qu'ils décrivent l'étoile à ce stade non plus comme une simple sphère, mais plutôt comme une usine complexe à plusieurs niveaux. Oui, l'image des poupées russes thermonucléaires est particulièrement appropriée ici. Des poupées russes. J'adore l'image. Au centre, le plus profond, là où la pression est maximale, l'étoile brûle les éléments les plus lourds. Et autour de ce cœur, dans une coquille un peu moins chaude, elle continue de brûler le carburant précédent. Et ainsi de suite. Sauf que le problème majeur de cette architecture, c'est le rendement énergétique. C'est-à-dire que le rendement chute de manière vertigineuse. Le carburant devient de moins en moins efficace, non? Totalement. La fusion de l'hydrogène a maintenu l'étoile en vie pendant des milliards d'années. La fusion de l'hélium, elle, ne tiendra que quelques millions d'années. Ah oui, la différence est énorme. Et ça s'accélère. Ensuite, le cœur va se contracter à nouveau, chauffer encore plus et fusionner le carbone. Mais ce carbone brûlera en quelques siècles à peine. Des siècles. À l'échelle cosmique, c'est un battement de cils. C'est rien de tout. Puis l'oxygène sera consommé en quelques mois. Et le silicium, lui, disparaîtra en l'espace de quelques jours. Quelques jours. C'est une véritable course vers l'abîme. L'étoile se bat vraiment avec l'énergie du désespoir. Elle change de carburant de plus en plus vite pour empêcher la gravité de l'écraser. C'est exactement ça. Ce qui amène d'ailleurs une question fondamentale. Pourquoi est-ce que cette course effrénée s'arrêterait au cher? Ah. Je veux dire, si l'étoile trouve toujours le moyen de se contracter pour obtenir la température nécessaire à la fusion de l'élément suivant, pourquoi ne pas continuer indéfiniment à descendre le tableau périodique des éléments? Parce qu'elle se heurte à un mur indestructible fixé par les lois de la physique nucléaire. Ce mur, c'est le fer. Le fer, d'accord. Jusqu'à présent, toutes les fusions successives de l'hydrogène, jusqu'au silicium, libéraient de l'énergie. Ce qui repousse à la gravité, comme on l'a vu. Voilà. Mais le noyau de l'atome de fer possède une caractéristique fatale. C'est l'élément le plus stable de l'univers, en termes d'énergie de liaison. Et concrètement, qu'est-ce que ça implique pour notre étoile mourante? Ça implique que, pour forcer deux atomes de fer à fusionner, il faut fournir plus d'énergie que le processus n'en libère. Donc, le rendement devient négatif. Exactement. Le fer ne produit pas d'énergie, il l'absorbe. En quelques jours de fusion du silicium, le cœur de l'étoile se transforme en une énorme sphère de fer inerte. Et à la seconde où ce cœur de fer se forme, la machinerie s'arrête net, j'imagine. D'un seul coup. L'étoile vient de perdre son seul bouclier face à l'univers. Le vide énergétique total. Plus rien ne repousse la gravité. Et honnêtement, on pourrait penser que cet effondrement prendrait des siècles compte tenu de la taille monumentale de l'étoile. Eh bien non. Les données sont terrifiantes sur ce point. L'effondrement du cœur prend un quart de seconde. Un quart de seconde. C'est à peine croyable. Une masse de fer équivalente à plus d'1 million de fois la masse de la Terre tombe en chute libre vers son propre centre. Elle est écrasée jusqu'à atteindre la taille d'une petite ville. Juste une ville? Oui. Les pressions subies pendant cette fraction de seconde défient vraiment l'entendement. La matière normale, avec des atomes composés d'un noyau et d'électrons qui orbitent autour, est littéralement broyée.
C'est-à-dire? La gravité est si forte qu'elle écrase les électrons directement à l'intérieur des protons. Tout fusionne pour devenir une soupe pure de neutrons. L'espace vide qui compose 99% d'un atome disparaît complètement. Waouh! Mais attends, si la gravité est si absolue à ce stade, pourquoi l'étoile continue pas de s'écraser jusqu'à devenir un trou noir instantanément? Qu'est-ce qui stoppe cette chute libre? Alors, c'est un phénomène quantique extrêmement rigide qu'on appelle la pression de dégénérescence des neutrons. Ok, ça sonne très complexe. Oui, mais pour faire simple, sans entrer dans les équations, disons que les lois de la mécanique quantique, plus précisément le principe d'exclusion de Pauli, interdisent formellement à deux fermions, des neutrons par exemple, d'occuper exactement le même état quantique au même endroit. Donc en gros, c'est un peu comme un jeu de chaises musicales cosmique où la règle absolue interdit d'avoir deux personnes sur la même chaise. Peu importe la force avec laquelle on pousse, l'univers dit non, la place est prise. C'est une excellente illustration, hein. La matière refuse physiquement de se comprimer davantage. Le cœur en effondrement percute soudainement cette limite quantique et se transforme en un mur d'une dureté inconcevable. Il s'arrête d'un coup. Et c'est là que la physique cinétique prend le relais, si je comprends bien. Tout à fait. On a des millions de tonnes de gaz, c'est-à-dire les couches externes de l'étoile, qui tombaient vers le centre à une vitesse folle, et soudainement, elles percutent ce nouveau cœur de neutrons dur comme du roc. C'est le principe du rebond élastique, en fait. Exactement. Comme si on lâche une balle de tennis posée sur un ballon de basket, au moment de l'impact avec le sol, l'énergie du gros ballon est transférée à la petite balle qui est projetée vers le haut à une vitesse vertigineuse. C'est exactement ça. Ici, la matière percute le cœur, rebondit et crée une onde de choc apocalyptique qui repart vers la surface. L'onde de choc naît à cet instant précis. Oui, elle est titanesque. Mais il y a un problème majeur, souvent ignoré du grand public, mais qui est vraiment central dans nos sources, qui survient à ce moment précis. Lequel? L'onde de choc tente de remonter à la surface, mais elle doit traverser des couches de gaz tellement denses et tellement lourdes qu'elle s'épuise. Elle perd son élan. Elle perd son élan. En l'espace de quelques millisecondes, la gigantesque explosion qui devait pulvériser l'étoile ralentit et menace de caler purement et simplement. Mais c'est fou d'imaginer ça. L'étoile massive qui fait un raté. C'est ça. La gravité des couches externes est tellement puissante qu'elle étouffe l'explosion de l'intérieur. Alors comment ça explose finalement? Parce que puisqu'on observe des supernovas dans nos télescopes, quelque chose doit forcément débloquer la situation, non? Le sauvetage provient des particules les plus insaisissables de l'univers, les neutrinos. Ah, les fameux neutrinos. Oui, lors de l'effondrement dont nous avons parlé quand les électrons ont été écrasés dans les protons pour former des neutrons, ce processus spécifique a généré une quantité astronomique de neutrinos. On parle de combien à peu près? Des milliards de milliards de milliards d'entre eux. Sauf que le truc avec les neutrinos, c'est qu'on les appelle les particules fantômes. Ils n'interagissent presque pas avec la matière normale. En ce moment même, il y a des milliers de neutrinos qui traversent le corps de tous ceux qui nous écoutent sans toucher un seul atome. C'est vrai. Du coup, comment des fantômes peuvent-ils sauver une explosion de cette ampleur? Eh bien, en temps normal, ils traverseraient l'étoile comme du verre poli, sans rien toucher. Mais au cœur d'une supernova, la densité du gaz effondré est tellement extrême qu'elle agit comme un mur de plomb de plusieurs années-lumière d'épaisseur. Ah, donc ils finissent par cogner quelque chose. Les neutrinos finissent par percuter la matière, oui. Et bien qu'une immense majorité s'échappe quand même, une petite fraction dépose son énergie cinétique directement dans le gaz situé juste derrière l'onde de choc qui était en train de mourir. Mais c'est dingue, ils agissent un peu comme un défibrillateur cosmique en fait. J'adore cette métaphore, oui, ils transfèrent juste assez de chaleur pour refaire bouillir la matière derrière l'onde de choc. Et boum, la pression remonte en flèche, l'onde de choc est relancée avec une violence inouïe et elle parvient enfin à briser la gravité de l'étoile pour jaillir à la surface. Et là, la supernova éclate au grand jour. La luminosité générée par l'étoile déchirée devient si intense qu'elle peut éclipser la lumière combinée des milliards d'autres étoiles de sa propre galaxie. Et ça pendant des semaines entières. Tout à fait. Visuellement, j'imagine que c'est le summum de l'éblouissement. Mais en lisant les détails sur la chimie de ce moment précis, on réalise que la lumière, c'est presque anecdotique. C'est que le sous-produit du véritable miracle. Ce qui compte vraiment, c'est la température de l'onde de choc propulsée par ces neutrinos. Exactement. Le chaos thermodynamique de cette éruption pulvérise l'impasse dans laquelle se trouvait l'étoile. La limite du fer dont on parlait tout à l'heure, elle est complètement balayée. Donc elle peut fusionner au-delà du fer en lisant. Oui, pendant une poignée de secondes, l'énergie est si folle que la nature force les atomes à fusionner bien au-delà du fer. Ce court laps de temps, c'est le seul instant dans toute la mécanique de l'univers où sont forgés des éléments très lourds. Comme l'or? Le platine, l'uranium, absolument. Ou l'iode qui régule nos glandes thyroïdes. Tout ça n'existait pas avant l'explosion.
L'onde de choc cuit littéralement de nouveaux éléments, puis propulse cette matière incandescente dans l'espace à des milliers de kilomètres par seconde. Et le cadavre de l'étoile, du coup, il devient un nuage en expansion, une nébuleuse chargée de matériaux hyper complexes. Et au centre, il ne reste que la relique de la collision, souvent une étoile à neutrons tournoyante, ou parfois un trou noir, un genre de monument funéraire hyper dense. On saisit bien ici pourquoi il faut impérativement analyser la situation avec du recul. Ce nuage de débris va mettre des millénaires à traverser l'espace interstellaire. Et sur son chemin, il va percuter de grands nuages de gaz froids et stagnants. L'onde de choc va les compresser, les déstabiliser et forcer la gravité à faire son œuvre dans ces nouvelles régions de l'espace. Donc des grumeaux de gaz vont s'effondrer sur eux-mêmes et s'allumer. Voilà le recyclage absolu. La destruction de l'étoile massive devient l'étincelle gravitationnelle qui allume la prochaine génération d'étoiles. C'est un peu un système de livraison stellaire à très longue distance. Un mécanisme d'encensement sans lequel nous ne serions tout simplement pas là pour en débattre. Les recherches soulignent à quel point l'univers primitif était chimiquement pauvre. Oui, après le Big Bang, il n'y avait que l'hydrogène originel et un peu d'hélium. Une monotonie parfaite. Aucune roche, aucune eau, aucune chimie du carbone n'était physiquement possible. Les supernovas ont opéré comme les seules usines métallurgiques de l'univers. Mais c'est vertigineux de réaliser que cette mécanique de précision qui est pourtant si brutale est la condition directe de notre biologie. Ah oui, totalement. Le calcium qui structure l'ossature humaine. Le fer moléculaire qui attrape l'oxygène dans nos poumons pour le transporter vers les cellules. Cet oxygène même, il a été forgé dans la face de la géante rouge. Absolument. Chaque atome lourd de notre système solaire a été cuisiné dans les entrailles d'une étoile disparue, bien avant la naissance de la Terre. Puis éjecté dans le froid spatial par le rebond d'une onde de choc sur un cœur de neutrons. L'être humain est littéralement une archive biologique de ces cataclysmes. C'est la beauté profonde de cette physique. L'univers s'avère ne pas être soumis à l'aléatoire. Les mêmes lois gravitationnelles et quantiques s'appliquent à des échelles de temps et d'espace que notre cerveau peine à concevoir, et avec une fiabilité effarante. C'est clair qu'il y a une certaine sérénité à observer une supernova sous cet angle. C'est pas la destruction stérile et tragique d'un monde. Non, c'est une transition majestueuse vers la complexité. Eh bien, la boucle est bouclée. Pour récapituler ce parcours qui est quand même assez saisissant, l'histoire commence par une danse de milliards d'années entre l'attraction de la gravité et la force répulsive de la fusion nucléaire. Ensuite vient l'impasse thermodynamique du fer qui signe l'arrêt de mort du cœur de l'étoile. S'ensuit la chute libre qui est stoppée net par les règles immuables de la mécanique quantique. Et le sauvetage miraculeux par l'énergie de ces fameux neutrinos fantômes. Des neutrinos qui propulsent l'onde de choc finale, vaporisant et dispersant au passage les briques fondamentales de la vie, de l'or et des planètes rocheuses. La violence n'est qu'un outil au service de la création au final. Une illustration parfaite de l'adage selon lequel rien ne se perd, tout se transforme, le tout orchestré par une physique d'une précision diabolique. Une précision qui pourtant ouvre la porte à une réflexion finale assez troublante, je trouve. Une pensée un peu en filigrane qu'on peut déduire des textes analysés aujourd'hui. Ah oui, laquelle? On l'a très bien détaillé. Le carburant départ de tout ce balai cosmique, c'est l'hydrogène gazeux primordial. Les étoiles le consomment pour forger des éléments lourds qui sont ensuite éparpillés. Oui, le recyclage dont on a parlé. Sauf que, une partie importante de la masse stellaire reste enfermée à tout jamais sous la forme de cadavres inertes. Ces étoiles à neutrons si denses ou ces trous noirs. C'est vrai. Un recyclage qui n'est effectivement pas total. De la matière est définitivement retirée du circuit actif à chaque génération. Et c'est bien là le vertige de la logique physique. Si, cycle après cycle, l'univers épuise sa réserve originelle d'hydrogène et emprisonne la matière dans des reliques sombres et indémontables, est-ce qu'il arrivera un jour, dans un futur insondable et lointain, où l'univers entier se retrouvera à sec? Un moment où les nuages de gaz seront trop rares. C'est ça. Incapable de déclencher de nouvelles fusions, rendant la naissance de toute nouvelle étoile physiquement impossible. Un jour où l'horlogerie cosmique s'arrêtera, laissant le cosmos plonger lentement, mais inévitablement dans une obscurité totale et un silence absolu. Vertigineux. Une réflexion fascinante à garder en tête, en tout cas la prochaine fois que l'on admirera la lueur d'une étoile dans le ciel nocturne.